J'ai l'impression d'avoir trouvé un moyen pour nous débarrasser du capitalisme. En fait, on a beaucoup de mal à penser. On ne peut pas mettre une lumière plus faible pour que je vois les gens. Et moi, je vais parler plus fort, peut-être. Ouais, voilà, parce que je parle pas fort. Après, je me mets à parler plus fort, mais je sais pas si c'est branché. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Hein? Non, mais donc je pense qu'on n'arrive simplement pas à penser à l'endroit avec les mots à l'envers. Et progressivement, les responsables successifs pendant 200 ans du système de domination capitaliste, parlementaire capitaliste, ont mis littéralement tous les mots importants à l'envers. Le mot démocratie, constitution, citoyen, suffrage universel, tous ces mots-là sont mis à l'envers et on n'arrive pas à formuler ce dont on a besoin parce qu'on n'arrive pas à penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Donc une première chose que je vous propose de faire très vite, c'est de suggérer les pistes de remise à l'endroit pour ces mots-là. Mais ce que j'ai proposé à Greg de faire et qu'on pourrait faire ce soir si ça vous intéresse, c'est de travailler sur le chantier qui m'occupe en ce moment, qui est le procès de l'élection. C'est-à-dire qu'un des mots à remettre à l'endroit absolument, c'est le mot suffrage universel. Comme c'est un chantier, je ne suis pas sûr de ne pas me tromper. Donc, en fait, je suis sûr que je me trompe. Il y a des endroits où je me trompe, je ne sais pas encore lesquels. Et en fait, c'est quand on frotte nos neurones qu'on s'aperçoit que là, t'exagères, ou t'as oublié ça. Et en fait, on devient plus fort. Avec un cerveau collectif, on fabrique un objet plus sûr, plus fiable, plus utile pour nous, pour le bien commun. Alors, les mots importants à remettre à l'endroit. Bon, il y en a que vous connaissez déjà. Le mot démocratie, vous savez que normalement, une démocratie, c'est un régime politique, donc une organisation des pouvoirs dans lesquels c'est le démos qui a du kratos, c'est le peuple qui a du pouvoir. Donc c'est dans une démocratie digne de ce nom, et ça peut être une tribu indienne en Amérique, ça peut être des pirates sur un bateau. C'est le peuple qui vote les lois. Ça peut être des sociétés qu'on appelle primitives, ça peut être des villages au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les Français votaient leurs lois. On n'a pas appris ça à l'école, hein. On apprend que c'est un âge sombre, avec on brûle les sorcières, il y a l'inquisition, et ils votaient leurs lois à main levée. Donc démocratie, en fait, on a plein d'exemples. Donc il y a la démocratie athénienne, mais il y a plein d'autres démocraties, en fait, dans toutes les petites sociétés, très souvent, peut-être pas toutes, hein, parce qu'il y a sûrement des exceptions, mais très souvent, les humains, quand ils sont peu nombreux, ils se respectent mutuellement, et on n'imagine pas d'adopter une loi sans que tout le monde soit d'accord. Et d'ailleurs, dans ces sociétés-là, les sociétés donc démocratiques, les petites sociétés, il n'y a pas besoin de police. Parce que la police, c'est fait pour appliquer les lois votées par une majorité pour que la minorité obéisse. Sinon, il n'y a pas besoin de police. Quand tout le monde a voté la loi, il n'y a pas besoin de police. Et donc, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'on n'est pas en démocratie, que nous ne votons pas nos lois, nous ne participons pas à l'élaboration des lois. Et ça n'est pas un régime qui s'est dégradé, qui était d'abord démocratique et puis qui progressivement le serait devenu moins. C'était comme ça dès l'origine. Sieyès en France, un des pères fondateurs du régime dans lequel on vit, pendant la Révolution française. Madison aux États-Unis. Les penseurs du gouvernement représentatif, c'est comme ça que ça s'appelle, savaient qu'ils établissaient... C'est une antidémocratie. C'est même pas que c'était pas une démocratie, c'est un régime politique dans lequel on était sûr que le peuple était bien à l'écart et n'avait aucun pouvoir. Et il le savait, il le disait explicitement. C'est pas ce que je vais pas développer ça, je le rappelle juste pour mémoire. Simplement, ils se sont aperçus, donc 1789, c'est fin du 18e, et dès le début du 19e, donc je sais pas, 50 ans après, 60 ans après, ils se sont aperçus que pour gagner les élections, c'était quand même beaucoup plus facile de dire qu'on était démocrate, progressiste, de gauche,
radicaux. Et donc les partis, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, les partis sont nés avec l'élection, pour gagner l'élection. Un parti, ça sert qu'à ça. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais parler des choses dans l'ordre. J'ai pris quelques notes pour être sûr de rien oublier. En plus, je le remodèle. J'en suis à mon 3 ou 4e plan pour que ce soit le plus compréhensible possible. Donc, démocratie, c'est le régime dans lequel nous voterions nos lois au lieu de désigner des maîtres. Une constitution, c'est un texte supérieur dans un état de droit où on établit des règles de base, il y a une hiérarchie, il y a des règles qui sont au-dessus et encore au-dessus, et tout au sommet de l'état de droit, il y a les règles les plus importantes qui disent comment on écrit les règles qui y a en dessous et qui s'appellent la Constitution. Ce texte supérieur qui est la Constitution, il a comme fonction première, c'est vraiment le plus important et on n'apprend pas à l'école. Moi j'ai fait des études de droit et j'adorais le droit constitutionnel, mais on n'apprenait pas ça. On apprenait que la Constitution, ça sert à organiser les pouvoirs. On apprenait qu'il fallait séparer les pouvoirs, mais on ne nous disait pas ce que je crois comprendre en ce moment. C'est qu'une Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, ça sert à inquiéter les pouvoirs, ça sert à diviser les pouvoirs pour qu'ils ne nous oppriment pas. C'est une sécurité. La Constitution, une Constitution digne de ce nom, ça devrait être une sécurité pour les humains contre ceux dont ils ont besoin. Quand on est très nombreux, on a sûrement besoin de représentants, mais ça devrait être à nous de décider comment on les désigne, comment on les contrôle, et les règles qui décident tout ça, surtout comment on les contrôle et comment on les punit quand ils déconnent, c'est à nous de les écrire. Donc une Constitution, ça devrait être un texte qui inquiète les pouvoirs. Or, partout dans le monde, pour l'instant, je connais pas d'exemple contraire. Ce sont les politiciens, donc les professionnels de la politique, qui écrivent les constitutions. Mais les professionnels de la politique, c'est justement ceux qui devraient craindre la Constitution. Et je pense qu'on a là, et c'est tout simple, je pense qu'un enfant comprendrait ça. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, de lire beaucoup de livres, c'est facile à comprendre. Si la Constitution, si le sommet de la pyramide des normes juridiques, sa fonction principale, c'est de nous protéger contre les abus de ceux qui vont nous représenter et qui vont exercer le pouvoir, faire les lois, diriger la police, diriger l'armée, être capable de nous mettre en prison, etc. Si ce texte doit dominer, inquiéter les hommes au pouvoir, il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. Donc, démocratie à l'envers, constitution à l'envers, citoyen. Un citoyen, dans une démocratie digne de ce nom, c'est autonome. Un citoyen produit lui-même, ou participe à la production du droit auquel il consent à obéir. Il est autonome, il produit lui-même son droit. Un électeur est hétéronome, il subit le droit écrit par quelqu'un d'autre. Or, vous sentez bien que nous autres, nous ne produisons pas le droit auquel nous consentons à obéir, on le subit. Donc on est hétéronome, on n'est pas citoyen, on est électeur. Ce qui est dégradant. On m'humilie quand on dit qu'on va me représenter. Alors, je peux consentir à être représenté, mais j'ai tout intérêt, je crois, nous avons tous intérêt à définir nous-mêmes les règles de la représentation. Comment on va désigner les acteurs, comment on va contrôler les acteurs, comment on va les punir quand ils déconnent. Ça, c'est notre boulot. Même si vous n'avez pas envie de faire politique, surtout si vous n'avez pas envie de faire politique, vous avez intérêt au moins à faire de la Constitution. C'est-à-dire vous préparer à participer au processus constituant. C'est le cœur de ma bagarre depuis une dizaine d'années. Je pense que je vais directement à la fin pour que vous compreniez l'enjeu, mais il me semble que le jour où nous serons assez nombreux à être constituants, à nous être entraînés pour écrire une constitution, c'est-à-dire qu'on a compris comment ça marche, on sait qu'il faut diviser les pouvoirs, qu'il faut des mandats courts non renouvelables, qu'il faut contrôler les gens, qu'il faut se méfier surtout des exécutifs et des forces armées. Il faut qu'on garde l'initiative de la loi. Une fois qu'on sera très nombreux à avoir compris ça, on se débarrassera tout naturellement du capitalisme. Parce qu'il me semble que le moteur, ce qui rend possible le capitalisme, c'est le gouvernement représentatif. Il y avait des tas de germes du capitalisme depuis la nuit des temps, surtout
depuis que nous avions adopté le type de monnaie que nous avons, une monnaie privée, donc avec des banques privées qui créent la monnaie rare, chère, qui garde sa valeur, cette monnaie-là qui nous effraie parce que nous sommes constamment tenaillés par la peur de manquer, ce type de monnaie-là induit par la peur de manquer la cruauté, la cupidité, toutes sortes de mots qui ont précédé le gouvernement représentatif. Donc, et le capitalisme, qui est cette manie, cette possibilité de faire de l'argent avec de l'argent pour quelques-uns au détriment de toute la société, ça existait avant le gouvernement représentatif, mais ce qui s'est passé pendant cette première période avant le 18e, c'est que les grands marchands, et notamment les marchands d'argent, les usuriers, qui aspiraient à avoir le pouvoir, mais qui n'avaient pas le pouvoir politique. Ils avaient un pouvoir économique, mais pas le pouvoir politique. Avaient contre eux le roi, la monarchie absolue, et les clergés, l'Église, qui interdisait l'usure et qui n'aimaient pas les marchands. Depuis qu'ils avaient chassé les marchands du temple, depuis que Jésus avait chassé les marchands du temple, c'était une vieille affaire. Les humains savent depuis longtemps qu'ils ont à craindre des marchands ayant pris le contrôle de la politique. Donc il bouillait d'avoir le pouvoir, mais il ne l'avait pas. Donc il n'y avait pas on ne peut pas, je crois, appeler le capitalisme. On ne peut pas appeler capitalisme le régime qu'il y avait avant les révolutions bourgeoises en Angleterre, en France et aux États-Unis, parce que les marchands étaient tenaillés. Il y a vraiment un fait historique que je trouve très important pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là. Dans l'Ancien Régime, la police du roi empêchait les marchands d'entrer sur les marchés. On se méfiait donc des marchands, et à l'époque on ne mangeait pas beaucoup de viande, on mangeait surtout du pain, et donc c'était très important le moment où on échangeait le blé pour faire la farine, et un des rôles principaux de la police du roi, c'était d'assurer les subsistances. Comment ? En empêchant les marchands de se présenter les premiers sur les marchés, de rafler avec leur argent tout le blé, en créant une rareté immédiate, une rareté complète, et cette rareté entraînant la hausse des prix, et ensuite relâchant au compte-gouttes le blé pour se faire des fortunes pendant que le reste de la société crève de faim. C'est pour ça qu'on se protège des marchands, c'est parce que les marchands, on les appelle les accapareurs, ou les spéculateurs, ou les agioteurs, ces gens-là raflent tout ce dont nous avons besoin, et ensuite, une fois que les prix ont monté, c'est menacé par la famine que nous sommes obligés de leur donner tout l'argent qui ensuite nous manque à tout propos. En tout cas, c'était le roi qui protégeait la société contre les marchands, et une des premières expériences libérales, une trentaine d'années avant la Révolution française, c'était 1774-75 je crois, Turgot, un ministre... Physiocrate s'appelait, mais c'était en fait l'ancêtre des libéraux, a décidé de supprimer la police du roi. Enfin, pas de l'empêcher de jouer son rôle d'interdiction. Et donc les marchands sont entrés sur les marchés, ils ont raflé tout, et ça a entraîné des famines et des émeutes. Et quand les émissaires revenaient auprès de Turgot pour lui dire « Monseigneur, les gens meurent de faim », un homme seul ne peut plus nourrir sa famille. Vous allez voir comme ça ressemble à aujourd'hui. La réaction de Turgot, c'est « mais c'est normal qu'un homme seul ne puisse pas nourrir sa famille. Il faut faire travailler toute la famille, il faut que les femmes travaillent, les enfants travaillent. » Et le libéralisme, c'est ça, c'est la mise aux travaux forcés, la mise au travail de toute la société. Mais ça n'a été possible qu'au moment de la Révolution française. Ce qui a rendu possible, ce qui a littéralement déchaîné, retiré leur chaîne aux marchands, ce sont les révolutions qu'on nous présente à l'école comme des révolutions démocratiques, alors qu'en fait ce sont des révolutions bourgeoises, marchandes, et où les marchands ont obtenu quelque chose qui est catastrophique pour nous, c'est la possibilité d'écrire les lois. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Avant, les marchands n'écrivaient pas les lois. Les marchands avaient un pouvoir économique, ils avaient de l'influence évidemment, mais ils n'étaient pas tout puissants. Ce qui est terrible avec 1789, c'est que, bon, ils ont agité le peuple avant de s'en servir, c'est comme ça que disait Talleyrand, il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils l'ont affamé, le peuple s'est révolté par la rupture du contrat entre le roi et le peuple, a renversé le roi, le clergé,
Et ce qu'ils ont fait qui était nouveau dans l'histoire des hommes, c'est qu'ils ont écrit une constitution. C'est donc ce sommet qui décide de toute la pyramide. Et dans cette constitution, ils ont décidé que le mode de désignation, la procédure de désignation des acteurs politiques allait être l'élection. Or, l'élection, et c'est ce chantier que je voudrais voir avec vous, or, l'élection permet aux riches, les plus riches du moment, d'aider les candidats, de les faire gagner les élections. Et ces candidats qui ont gagné les élections en ayant été aidés, sont donc débiteurs de ceux qui les ont aidés, et qui les aideront à gagner, à être réélus après, débiteurs et donc serviteurs. Et tout est là, en fait. La corruption politique, elle tient à cette caractéristique de l'élection, que je garde en dernier point. On en reparlera si vous voulez. Alors, je vais essayer d'aller vite, parce que moi j'attends surtout l'interaction qui va venir après. Donc je vais... Ce qui serait bien si vous puissiez noter, mais je pense que vous n'avez pas de papier et de quoi écrire, donc il faudra le noter, mais je vais essayer de le marteler pour vous aider à mémoriser. J'ai 10 points. Je vais citer, avec quelques exemples, mais à peine pour essayer d'aller vite, je vais citer les 10 reproches majeurs que nous devrions faire à l'élection. Je pense que le faux suffrage universel, celui qui consiste à désigner des maîtres, au lieu de voter des lois, le suffrage universel, ça devrait être nous votons nos lois. Ça, c'est un homme, une voix pour voter les lois, ce serait bien. Voilà, nous pourrions, et on ne se diviserait pas. Un gars qui est chez Mélenchon pourrait voter de la même manière sur, par exemple, les retraites, qu'un gars qui est chez Le Pen ou un autre qui est chez Sarkozy ou que sais-je. Et parce qu'en fait, on a des tas de causes communes, il y a des tas de sujets sur lesquels on serait d'accord. Alors qu'avec les partis, on est opposés en tout. J'y reviendrai sur les partis. Donc il y a une dizaine de points que je voudrais examiner avec vous. J'ai besoin que vous me disiez Chouard, tu déconnes, tu vas trop loin, tu exagères, c'est pas si grave, ou bien Chouard, tu oublies quelque chose, il y a un truc que tu as oublié, ou tu déformes. Enfin voilà, s'il y a des choses qui vous semblent pas défendables parce que c'est exagéré, je n'aspire qu'à progresser sur chacun de ces points. Alors, 10 points, je les distingue du point de vue des... Donc je vais parler d'élection, nous devrions faire le procès de l'élection. On nous a imposé l'élection, donc depuis 1789, c'est l'élection qui sert à désigner les acteurs, et ce sont des élus qui ont décidé ça. Ce sont des élus qui ont décidé que le bon moyen pour désigner les gens qui vont tout décider, c'est l'élection. On n'a jamais appris à l'école si c'était bien ou pas bien, on n'a jamais entendu parler du tirage au sort. Or, le tirage au sort, je vais vous en parler, est probablement la seule procédure qui mérite de s'appeler démocratique. Et vous allez voir que quand je vais faire le procès de l'élection, comme en miroir, sauf si j'oublie, mais vous me le rappellerez peut-être, vous allez voir qu'en miroir, le tirage au sort présente toutes les vertus qui correspondent aux vices de l'élection. Et c'est donc absolument incroyable qu'on défende l'élection. J'ai beaucoup cherché. Je vous jure que j'ai beaucoup cherché, je n'arrive pas à trouver, et peut-être si vous en trouvez ça, ça m'intéresse, mais je n'arrive pas à trouver une vertu, un argument positif pour défendre l'élection. C'est que des vices. Alors, vous me direz si j'exagère. Alors, 10 vices, j'en ai vu 3 du côté des gouvernés, de notre côté. L'élection nous avilit complètement, et je vais vous dire où est-ce que j'en suis, ce que j'ai trouvé du point de vue des gouvernés, et puis 7 caractéristiques catastrophiques. Vraiment, il suffirait d'une pour dire, c'est quand même quelque chose de grave, mais c'est vraiment 7, et je vous garde le meilleur pour la fin. Du point de vue des gouvernés, je résume les 3 points que je vais détailler en disant l'élection nous infantilise. Et donc elle nous décourage. Alors, par quel mécanisme est-ce que l'élection nous infantilise? Première chose, l'élection, elle est aristocratique. Elle n'est pas démocratique, elle est aristocratique. Et donc elle nous tient à l'écart. Elle tient à l'écart tous ceux qui ne sont pas le aristos. Les meilleurs, en grec, ça se dit aristos. Et donc le régime dans lequel ce sont les meilleurs qui gouvernent, c'est une aristocratie. Et Aristote savait déjà, il y a 2500 ans, que la plupart des aristocraties dégénèrent progressivement en oligarchie, c'est-à-dire le gouvernement de quelques-uns qui ne sont plus les meilleurs. Par exemple, quand l'aristocratie devient héréditaire, et
que ce sont les enfants des meilleurs qui sont considérés comme les meilleurs, ben voilà, ça marche pas, il n'y a aucune raison pour que les enfants soient meilleurs comme leurs parents, et donc ça devient une oligarchie. Mais c'est important de savoir ça, je crois. Tous les penseurs politiques depuis la nuit des temps, depuis qu'on a un droit, enfin, depuis qu'on a une histoire écrite, savent que l'élection est aristocratique et le tirage au sort démocratique. Platon le savait, le disait. Pourtant, il était antidémocratique, antidémocrate. Là, Platon, les philosophes étaient presque tous, 95% des philosophes, presque tous étaient opposés à la démocratie. Il n'y avait que les sophistes qui défendaient la démocratie. Mais donc, pas seulement Platon, Aristote, mais aussi Montesquieu, Rousseau, tous les penseurs avant la Révolution savaient que la procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Parce qu'elle maintient les gens à égalité et elle nous considère comme des égaux. Le régime démocratique, c'est nous sommes tous capables, nous sommes tous égaux en politique. On n'est pas égaux en force, on n'est pas égaux en taille, on n'est pas égaux en richesse. Ok, on sait ça. On n'est pas égaux en intelligence, on n'est pas égaux en honnêteté. Oui, on sait ça. Mais par contre, en politique, on est égaux. Voilà. Pour opiner, pour donner notre opinion, le postulat démocratique, vous voyez, c'est une affirmation. Si on est démocrate, on dit, et on n'est pas obligé de l'être, hein, vous faites ce que vous voulez, évidemment, on fait ce qu'on veut, mais si on est démocrate, on dit, le pari démocratique, c'est que sur le plan politique, nous sommes égaux. Et la seule procédure qui respecte cette loi fondamentale, parce qu'elle fonde la démocratie, la seule procédure qui la respecte, qui nous considère à égalité, c'est le tirage au sort. Quand on tire au sort, ça peut être n'importe qui, et c'est bien parce que ça correspond à ce qu'on a postulé. Donc, premier vice pour une procédure qui prétend défendre la démocratie, c'est que l'élection, elle n'est pas démocratique, elle est aristocratique. Donc c'est pas étonnant qu'elle produise des résultats qui déçoivent. Deuxième vice, deuxième problème posé par l'élection de candidats, parmi les candidats, élire, c'est abdiquer. Élire, c'est désigner quelqu'un qui va décider à ma place, et élire, c'est renoncer à ma souveraineté. Ça veut dire, j'accepte, quand j'élis, j'accepte que quelqu'un d'autre exerce la souveraineté à ma place. Et les élus, leur talent, c'est de nous faire croire que nous exerçons, en les désignant, une souveraineté. Mais quand même, quelle escroquerie de nous faire croire que nous exerçons notre souveraineté en l'abandonnant. C'est quand même, enfin, là aussi, un enfant comprend normalement, pas un électeur, mais un enfant comprend. Okay. Deuxième problème majeur quand même, élire parmi des candidats, c'est renoncer à notre souveraineté. Par construction. Troisième problème du point de vue des gouvernés, et ça me paraît le plus essentiel, je garde à chaque fois le meilleur pour la fin, mais dans cette première partie, de notre point de vue à nous, et c'est la conséquence du précédent, puisque l'élection, elle nous dépossède de notre souveraineté. Elle nous infantilise, elle nous muselle, elle nous met à un rang inférieur qui fait que elle nous déresponsabilise. C'est plus notre responsabilité ce qui se passe en politique, c'est plus notre faute, puisque nous n'exerçons pas la souveraineté, nous ne sommes plus responsables. Elle nous infantilise, elle nous déresponsabilise, et donc elle nous décourage. À quoi bon nous donner du mal, puisque de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Et je vois, moi j'ai jamais voté une loi, mes parents ont jamais voté une loi, mes grands-parents ont jamais voté une loi. En fait, l'élection, elle nous dépolitise complètement. Elle nous désapprend à faire de la politique. Elle nous désincite à faire de la politique. Infantilise, vous prenez-le dans tous les sens du terme. Elle nous maintient enfant. Étymologiquement, enfant, ça veut dire qui n'a pas le droit à la parole. C'est exactement ça. Et ça donne un peu d'espoir, ça, parce que, vous savez, quand vous êtes militant, ou vous donnez du mal pour le bien commun, vous êtes sans arrêt en but à l'inertie des gens. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement de tout. Vous leur parlez de politique, ils disent arrête. Et puis vous leur parlez de politique, ils disent tu fais chier. Arrête. Pour parler encore politique parce que vous voulez qu'ils se réveillent, il faut que tu arrêtes de me parler de politique, sinon on ne se voit plus jamais. Donc, ils ne veulent pas, et vous vous dites, on n'y arrivera jamais.
Et je pense que c'est la procédure de l'élection qui nous rend comme ça. La procédure de l'élection, comme elle nous infantilise, elle nous déresponsabilise, elle nous décourage, et les gens n'ont pas envie de se donner du mal pour rien, quoi. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, les gens ne se donnent pas du mal pour rien. Les humains ne se donnent pas du mal pour rien. Mais avec une autre procédure, ce qui nous paraît comme un fait de nature, bon, les gens ils n'aiment pas la politique, les gens ils veulent démettre, les gens ils veulent pas faire de la politique, je ne crois pas ça. Il me semble qu'une autre procédure changerait tout. Alors je sais ce que j'ai oublié de faire, c'est qu'à chacun des points, j'ai oublié de vous parler du tirage au sort. Je peux le reprendre rapidement, c'est très rapide. Premier point, l'élection est aristocratique. Et le tirage au sort, non, le tirage au sort, lui, il est démocratique. Deuxième point, l'élection nous conduit à abdiquer notre souveraineté. Le tirage au sort, pas du tout. Si vous choisissez le tirage au sort, vous allez voir si vous faites des ateliers constituants, vous allez voir que quand vous choisissez le tirage au sort, c'est parce que vous ne voulez plus abdiquer. C'est parce que précisément vous voulez rester à l'égal de ceux qui vont décider, et pour garder le pouvoir justement. Quand on décide de l'élection, c'est parce qu'on est prêt à abandonner le pouvoir, alors que quand on décide du tirage au sort, c'est parce qu'on veut le garder. On veut rabaisser ceux qui sont représentants pour pas qu'ils soient au-dessus de nous, on veut les remettre à notre niveau de façon à pouvoir exercer notre souveraineté. Donc élire, c'est abdiquer, et tirer au sort, non. Et l'élection nous infantilise, le tirage au sort, non, pas du tout. L'élection nous déresponsabilise, le tirage au sort, pas du tout, parce qu'on va peut-être être tiré au sort. Donc si c'est tiré au sort, on va peut-être être tiré au sort, nous, hein, ça va changer, on ne sait pas encore qui ça va être, mais ça va être un coup toi, un coup moi, ça va changer. Et donc ça nous responsabilise. Il y a des pages immenses de Tocqueville qui décrivent les vertus du tirage au sort, les vertus civiques. Le tirage au sort, vous savez, consiste à, dit Tocqueville, alors il le dit beaucoup mieux que moi, vous devriez lire ça, c'est absolument passionnant. Il y a une dizaine de pages sur le tirage au sort. Tocqueville défend le tirage au sort, hein, en disant le tirage au sort sort les gens de chez eux pour qu'ils arrêtent de s'occuper temporairement de leurs affaires personnelles, pour qu'ils s'occupent du bien commun, et il les met, le tirage au sort, met ces gens dans un groupe de personnes qui s'occupent du bien commun, donc leur donne le spectacle d'autres personnes en train de s'occuper du bien commun, et par mimétisme, nous nous mettons à nous occuper du bien commun. Ce tirage au sort qui sort les gens de chez eux contre leur gré, oui, mais c'est comme ça tourne, c'est comme les corvées, voilà, il faut chacun son tour, hein, les corvées, il n'y a pas de raison que ce soit lui ou lui qui s'y colle, c'est tout le monde qui s'y colle, chacun son tour, et le tirage au sort, il est comme une école de civisme, il fait monter le niveau politique de tout le monde. J'en oublie, hein, lisez Tocqueville, tout ça, c'est magnifique, c'est très très bien écrit. Et donc le tirage au sort nous responsabilise, parce que si on sait qu'on va être peut-être tiré au sort, eh ben, on fait plus de politique un peu tout le temps pour être prêt, pour être à la hauteur quand on sera tiré au sort. Et pendant que l'élection décourage, le tirage au sort, non, le tirage au sort ne nous décourage pas. Voilà, ça c'est du point de vue des gouvernés. Peut-être que j'en oublie, on y reviendra si vous avez d'autres idées de méfaits. Alors peut-être que vous trouverez des méfaits que je n'ai pas développés, mais qu'on pourrait ranger dans une de ces trois parties, ou peut-être carrément une partie que j'aurais oubliée. On attend peut-être, je fais le tour, il faudrait que j'aille plus vite peut-être pour qu'on ait le tour, mais je vois Wikicrat qui a une idée, et ça va être super, parce que Wikicrat a toujours des idées, il pétille cet homme-là. Juste une parenthèse, si tu veux maintenant. Je pense qu'il faut préciser qu'il s'agit du tirage au sort d'assemblée, et pas d'une personne. Oui, le tirage au sort d'une façon générale, c'est très rarement, tu fais bien, tu es précieux, il y a des gens comme ça. C'est vrai qu'il faut le préciser. Le tirage au sort, c'est jamais une personne seule. C'est toujours un groupe, une dizaine de personnes, une vingtaine, une centaine, un millier. Ça peut être un millier de personnes. C'est vous qui allez décider. Quand vous allez faire des ateliers, c'est vous qui allez décider. Mais parce que quand on tire au sort une personne, c'est vrai qu'il y a un risque statistique que ce soit quelqu'un qui est pas malin ou quelqu'un qui est pas honnête. Le risque existe, bien sûr, statistiquement. Oui. Vous avez dit ça peut être quelqu'un qui est pas malin. Oui, ou qui est... Non. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit on est égaux en politique. En politique, ouais. Oui, mais je dis qu'on était inégaux en intelligence, oui. Inégaux en force, inégaux en astuce, en gentillesse ou en vertu. On est très inégaux sur tout. Mais par contre, en politique, nous nous postulons égaux, c'est-à-dire que nous donnons à chacun une puissance d'opinion, une puissance d'opiner, de donner son opinion qui est égale. Et ça, il faut comprendre la problématique. Tout le monde n'est pas à même de comprendre telle problématique. Oui, tout à fait. Et donc nous sommes inégaux. Et justement, ce que les Athéniens
je ne prends pas du tout Athènes comme un modèle. Hein. Il y avait des tas de choses évidemment imbuvables à Athènes, notamment le fait qu'ils étaient impérialistes, quoi, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient très brutaux. Mais il y a des germes qui nous intéresseraient à Athènes, notamment le fait que, en tirant au sort parmi eux, pendant 200 ans, donc c'est un vrai laboratoire durable, aussi long que les 200 ans du gouvernement représentatif, ce sont les pauvres. Alors, je sais, je ne parle pas des esclaves qui n'étaient pas citoyens, je ne parle pas des femmes qui étaient tenues à l'écart, je ne parle pas des étrangers, qu'on appelait les métèques à l'époque, qui étaient tenus à l'écart aussi. Ça ne me convient pas du tout, vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais à l'intérieur des citoyens de l'époque, il y avait des riches et des pauvres, il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches évidemment, comme partout. Et le système du tirage au sort et un homme, une voix pour voter les lois, ça a donné les pauvres qui gouvernent pendant 200 ans. Et ça, je trouve que c'est un germe. Les pauvres, c'est 99%, c'est pas les mendiants, c'est les 99%. Et donc, c'est les 99% qui ont écrit les lois, qui ont voté leurs lois pendant 200 ans. Donc ça me paraît, c'est un germe qui me paraît utilisable et qu'il va falloir adapter. J'étais parti d'où? Je disais, oui, comme ils savaient, les Athéniens, comme ils savaient qu'en tirant au sort, ils tiraient au sort, qu'il y avait un danger. Si vous voulez, quand vous tirez au sort, vous ne contrôlez pas la personne, puisque avec l'élection, on prétend contrôler celui qu'on désigne. On dit, je vais décider, donc je ne vais pas prendre n'importe qui, je choisis. J'exerce ma volonté au moment de choisir, le contrôle, il se fait à la désignation. Et puis ensuite, pendant le mandat, et je vais y revenir à ça, pendant le mandat, je ne contrôle pas. Puisque je lui fais confiance, je ne contrôle pas. Alors que quand je tire au sort, puisque je ne contrôle pas pendant la désignation, ben on n'est pas fou, quoi. Hein. On va contrôler, mais après. C'est-à-dire qu'on va contrôler pendant le mandat, et on va contrôler après le mandat. C'est très important de comprendre ça. On ne change pas l'élection par le tirage au sort en gardant tout le reste égal et en changeant juste l'élection par tirage au sort. Non, non. Quand vous décidez d'instituer le tirage au sort à la place de l'élection, vous déplacez le contrôle. Après 200 ans d'échecs du gouvernement représentatif, après 200 ans d'échec de l'élection, vous apercevez que, ok, on croyait qu'en élisant, on allait choisir les meilleurs. On s'aperçoit qu'on choisit à chaque fois les pires. Ça va, on a compris. Maintenant, on déplace le contrôle, on arrête de contrôler à ce moment-là que ça ne marche pas, et on contrôle pendant le mandat, on peut le virer à tout moment, et puis rendre des comptes à la fin. Donc, effectivement, il fallait préciser que pour ceux qui débarquent sur le tirage au sort, on n'est pas fous, quoi. Hein. C'est nous qui allons instituer le tirage au sort. Si on trouve que c'est mieux, et on va faire attention à ce que ce soit vraiment mieux, quoi. Et il y aura des contrôles. Alors, donc du point de vue des gouvernés, l'élection ne présente pas un bon bilan. Elle nous infantilise, elle nous déresponsabilise, elle nous décourage. C'est quand même pas brillant. Du point de vue des gouvernés, c'est pire encore. Je résume ça en disant l'élection, parmi les candidats, sélectionne les pires, pratiquement tout le temps. Il y a quelques exceptions, hein, je sais bien, quand on élit un Pépé Mourica, c'est magnifique, quoi, hein, c'est ce vieux monsieur paysan, qui reste paysan, qui rend tout son salaire, et qui est vraiment imprégné du bien commun, qui sortait des prisons où il avait été torturé. Bon, il y a quelquefois un élu formidable, hein, un Allende, un Chavez, enfin, je sais pas, il y a quand même, bon, voilà, il y a des exceptions. Mais enfin, en gros, quoi, hein, en gros, on a surtout des Sarkozy, des Hollande. Donc, on dirait que l'élection sélectionne les pires. Mais vous allez voir qu'avec les 7 points que j'identifie, pour l'instant, bah, ça se comprend. Voilà, ça se comprend. Alors, quels sont... Et alors, elle choisit les pires, et elle rend possible la corruption. Mais c'est plus que ça, elle favorise la corruption. Mais c'est plus que ça, elle incite à la corruption. On va voir comment. Alors j'ai 7 points. Et je garde le plus important pour la fin. Premier vice, l'élection parmi les candidats donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Or, depuis Platon, ils en ont écrit des tartines, hein, pour dire qu'il ne fallait pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Que ceux qui veulent le pouvoir, ils ne sont pas comme les autres. Il faut s'en méfier, et si on peut, vraiment, il vaut mieux pas leur donner. Or, précisément, cette procédure, elle donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Et le tirage au sort, non. Le tirage au sort, il ne donne pas le pouvoir à ceux qui le veulent. Le tirage au sort, il donne le pouvoir à n'importe qui. Et donc, notamment, à la plupart des gens ne veulent pas le pouvoir. Il y a un mot d'Alain que j'aime beaucoup, que je cite souvent, donc vous l'avez déjà entendu si vous suivez ce que je fais, c'est le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point du tout vouloir gouverner les autres,
mais de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Et c'est vrai, il me semble que c'est vrai, Alain, dans le gouvernement représentatif, quand on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, on va avoir les pires. Parce que les meilleurs, en fait, ils ne veulent pas du pouvoir. Donc, comme on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, ça nous condamne. Mais avec le tirage au sort, comme vous donnez le pouvoir à n'importe qui, ben vous allez les avoir, les meilleurs. Les gens qui sont humbles, modestes, ils croient qu'ils ne vont pas y arriver, ils ne se sentent pas à la hauteur. Premier vice. L'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, alors que le tirage au sort, non. Deuxième. Je vais les prendre dans l'ordre. Excusez-moi. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Sur le fait qu'on donne le pouvoir ou pas. Ouais. C'est que vous dites que ce sont les pires qui gouvernent. Et ça dépend de quel point de vue on se place. Quoi. Ah bah oui, le point de vue des riches, c'est tout le contraire. Ouais, bah oui, évidemment, je parle du point de vue bien commun. Oui. C'est forcément les pires. Mais du point de vue de... Oui. Tout ce que je dis là... Etc., oui. De la finance... ce sont les meilleurs. Ils le font très bien. Voilà. Exactement. Oui, bien sûr. Tu as raison. J'ai oublié de préciser ça au début. Tout ça, c'est du bien commun. Tout ça, c'est du point de vue du bien commun. Deux, la corruption. La corruption, elle est même institutionnalisée. Comprends ce que vous dites. On met sous couvert qu'on évitera la corruption avec des gros salaires, etc. Aujourd'hui, on voit que les gens, ils veulent toujours plus, bien sûr. Et ils veulent garder le pouvoir. Et pour moi, c'est important à préciser. Oui, tout à fait. Mais soyez attentifs sur les points qui viennent, parce qu'ils vont concerner la corruption. Mais quand on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, il me semble que c'est déjà un levier qui favorise la corruption. Parce que s'ils veulent le pouvoir, ils vont être prêts à lâcher quelque chose pour l'avoir. Oui. Vous ne pensez pas que tous les êtres humains sont à peu près pareils ou pas, et qu'au final, quand on donne le pouvoir à quelqu'un... Il va se transformer, il va se corrompre, bien sûr. Le pouvoir corrompt. Oui. Bien sûr. Mais vous allez voir, j'incrimine pas les affreux qui nous gouvernent comme s'ils étaient affreux par nature. Je ne suis pas raciste du tout. Je pense que nous ferions pareil. J'ai du mal quand même à croire que je ferais exactement pareil quand même, mais c'est vrai que le pouvoir corrompt, sûrement. C'est vrai que quelqu'un qui est très gentil au départ, on va en reparler quand je vous dirai que l'élection fabrique des maîtres. Je pense que quand vous hissez quelqu'un au-dessus des autres, il va se transformer, c'est-à-dire qu'il va croire qu'il est capable de tout décider à notre place. Comment ? Il faut éradiquer le pouvoir ? Peut-être qu'on pourra en parler, mais à mon... C'est plus important d'éradiquer le pouvoir que le capitalisme. Je suis pour. On verra ça peut-être. Mais à mon avis, dans une grande société, et là si on ouvre cette parenthèse maintenant, je ne vais pas arriver à faire mon truc, mais je vois pas comment... J'aimerais bien une société sans pouvoir, mais en tout cas une société, oui. Mais je ne vois pas comment on va arriver à protéger les faibles, les femmes, les enfants, les pauvres gens. Je ne sais pas comment on va arriver à protéger les faibles sans une puissance publique qui est plus forte que les plus forts. Donc, mais la justice, donc c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir, voilà. On en discute en atelier constituant. On verra. Alors, reparlons-en tout à l'heure si vous voulez. Juste pour que vous ayez une vue d'ensemble, il faudrait que je termine, il faut que j'aille plus vite. Donc l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, le tirage au sort, non. Deuxième règle, du point de vue des gouvernants. L'élection favorise le mensonge. Alors le tirage au sort, non. C'est celui qui va mentir le mieux qui va être élu. C'est celui qui va mentir le mieux qui va donner l'impression aux électeurs que lui, c'est lui qu'il nous faut. Ça va être super. Et son ennemi, c'est la finance, donc on va y aller. Et littéralement, il faut mentir pour être élu, c'est le meilleur menteur qui va être élu, et il faut mentir pour être réélu. Donc il faut mentir sur ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire avant d'être élu, et puis il faut mentir sur ce qu'on a fait, il faut baisser les chiffres du chômage en mettant les stagiaires en dehors des catégories A, enfin, etc. Il triche sur tout, juste pour être élu, et l'élection, elle favorise ça. C'est-à-dire que, regardez, ça fonctionne. Le gars qui ment, la fille, c'est pareil, il va être élu. Alors que celui qui ment pas, il n'a aucune chance, quoi. Hein. Alors que
Le tirage au sort, non. Ça sert à rien de mentir si on tire au sort les représentants. Vous pouvez mentir, pas mentir. De toute façon, c'est le tirage au sort qui va décider. Ils s'en foutent des mensonges. Donc, c'est un vice majeur, ça. Hein, parce que, comment je dis ça? Je dis ça en disant, l'élection donne des prises aux escrocs. Les escrocs, c'est les gens qui savent mentir. Leur talent, c'est de baratiner. Leur talent, bon, il y en a, c'est autre chose, mais eux, vraiment, ils vous jouent une comédie, vous leur donneriez le bon Dieu sans confession. Avec le tirage au sort, il retire toutes les prises aux escrocs. Il n'y a plus de prise, puisque la procédure ne repose plus sur la volonté. Les champions trompeurs de volonté, ils n'ont plus de prise. C'est majeur, ce truc-là. C'est majeur, ce truc-là. Hein. Et ça, c'est favoriser le mensonge, donner une prime au mensonge, c'est quand même corrupteur. Troisième règle, troisième vice que j'observe, l'élection, ça c'est super important, l'élection fabrique des maîtres. L'élection, vous avez compris qu'elle hisse au-dessus de nous quelqu'un que nous considérons comme meilleur que nous. C'est le meilleur, Aristos. Hein, l'élection hisse au-dessus de nous quelqu'un qui va, même si on ne lui dit pas, comme on l'a hissé par élection, comme c'est la volonté des gens qui a dit que c'était moi le meilleur, mais psychologiquement, l'élu, celui qui vient d'être élu, il est porté à la vanité, il est porté à se la péter et à se croire autorisé, légitime, à tout décider à notre place. Même s'il est très gentil. Même s'il est très gentil, pourquoi est-ce que j'ai été élu? Pourquoi ils ont dit que j'étais le meilleur, donc je peux décider. Couplé au fait qu'en plus, ça peut être un arriviste qui a décidé de tout. C'est un leader qui veut tout décider à notre place. Si c'est les deux, Donc l'élection, en hissant les acteurs politiques au-dessus de nous, fabrique des maîtres. Le tirage au sort ne hisse personne. Quand on est tiré au sort, on sait bien qu'on n'a pas été choisi comme le meilleur. On a été choisi au hasard, donc on n'a aucun mérite à avoir été choisi. Donc on n'est pas au-dessus, et donc on reste humble quand on a été tiré au sort. On n'est pas... Et ceux qui ont perdu l'élection, ils ont une espèce de rancœur, ils n'ont pas été désignés comme le meilleur, ils ont une espèce de rancune, il y a la vanité du côté de ceux qui ont gagné, et puis il y a la rancune du point de vue de ceux qui ont perdu. Et ça, avec le tirage au sort, pas du tout. T'as pas gagné au tirage au sort, mais rien à foutre. Enfin, t'as pas démérité quand c'est le tirage au sort qui a désigné quelqu'un d'autre. T'as perdu, mais t'as pas démérité. Vous comprenez, c'est pacifiant. Le tirage au sort, il est pacifiant, alors que l'élection, elle alimente des rancunes et des... Donc l'élection fabrique des maîtres, alors que le tirage au sort fabrique des égaux. Point suivant, l'élection fabrique des maîtres hors contrôle. Et j'en fais un point à part, parce que ça aggrave le cas. Pourquoi hors contrôle? Je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais je vais approfondir un petit peu. Quand vous élisez, vous décidez que la procédure fait confiance à quelqu'un. On choisit Aristos, le meilleur, on l'élit, vous élisez pas le pire, vous élisez le meilleur, donc ça veut dire que vous lui faites confiance. Lui, vous lui faites plus confiance qu'aux autres. Et cette définition, c'est ontologiquement, dans l'être de cette procédure, par définition, vous êtes désincité à le contrôler. Vous venez de lui faire confiance, pas tout de suite pour lui mettre des bâtons dans les roues. Alors qu'avec le tirage au sort, quand vous décidez de tirer au sort, vous n'avez rien contrôlé. Donc vous pensez qu'à une chose, c'est à quel moment je vais faire les contrôles. Donc vous mettez tout de suite des contrôles. Contrôle pendant le mandat, à la fin du mandat, reddition des comptes. Et donc l'élection, par construction, elle nous désincite à penser les contrôles, alors que le tirage au sort nous incite à penser les contrôles. Donc l'élection fabrique des maîtres hors contrôle, alors que le tirage au sort fabrique des égaux contrôlés. Encore un point, toujours dans le même registre, l'élection fabrique des maîtres hors contrôle, mais en caste, parce que l'élection, les conditions qui conduisent à élire quelqu'un, si elles se reproduisent le coup d'après, elles vont conduire à réélire le même. Le même qui a réussi à nous convaincre en nous mentant,
ou qui a réussi à acheter les médias pour qu'on ne voit que lui, pour que finalement il soit élu. Ben, ça va se reproduire le coup d'après. Ce qu'on observe, et là il suffit de regarder, hein, il suffit d'avoir le nez, les yeux en face des trous, ce sont toujours les mêmes qui sont élus. Toujours les mêmes qui sont élus, toujours. Enfin bon, ils se sont mis à mi-temps, mais quand vous chassez l'un, vous êtes obligé de reprendre celui que vous avez chassé le coup d'avant. Hein. Donc c'est toujours les mêmes. Il y a Bourdieu qui racontait cette histoire de Ségolène, qui lui avouait qu'il ne savait pas bien avec son mari. Ségolène ne savait pas s'ils allaient être à gauche ou à droite, en sortant de l'ENA. Puis ils ont dit, moi, la gauche, ça fait longtemps qu'elle n'a pas gagné quand même. C'est un meilleur coup d'aller à gauche, quoi. Ils s'en foutent, après ça ils sont à mi-temps, c'est pas assez long. Donc c'est vraiment important ça. La plupart des gens aspirent à la déprofessionnalisation de la politique, en disant quand même, ce qui est chiant dans ce pays, c'est la professionnalisation de la politique. Ouais, mais attends, si tu adores l'élection alors que tu conchies la professionnalisation, tu es contradictoire, parce que tu peux pas adorer les causes et déplorer les conséquences, quoi. Je veux dire, sinon l'élection, elle produit du même. Alors que le tirage au sort, non. Le tirage au sort, ça va jamais être le même. Si une fois c'est le même, c'est comme au loto, quoi, c'est rare. Hein. La plupart du temps, vous êtes tiré au sort, vous allez avoir quelqu'un d'autre. Vous tirez au sort sur les listes électorales, on est 40 millions. Vous n'aurez jamais les mêmes. Pour déprofessionnaliser la politique, il faut organiser une rotation des charges. Il faut que ça tourne. Mais pour que ça tourne, il faut choisir la procédure qui fait tourner. Quand on choisit l'élection, on choisit la procédure qui interdit, qui gêne au moins la rotation, qui l'interdit quasiment. Et nous ne considérons pas, nous n'évaluons pas, nous ne donnons pas de valeur au tirage au sort qui est the procédure, je prends la langue de l'Empire, tiens, la procédure de la rotation. Le tirage au sort, si vous voulez que ça tourne, bah tirez au sort, ça va tourner. Et puis vous allez avoir des femmes, hein. Vous allez avoir la moitié de femmes. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des ratios, des quotas. Si vous tirez au sort, vous allez avoir la proportion de femmes, de chômeurs, de déshérités. Vous avez la proportion de riches aussi, la proportion de banquiers, vous allez l'avoir. Hein. C'est-à-dire vous avez un pour 10 000, vous en avez un. Vous aurez un banquier de temps en temps, mais rarement, quoi. Hein. Vous tirez au sort, vous allez avoir une représentativité remarquable. Tiens, j'ai oublié de mettre ça dans les vices. C'est que l'élection, elle fabrique des assemblées qui nous dissemblent, qui ne nous ressemblent pas du tout, qui ne sont pas du tout représentatives. Alors que le tirage au sort, ce serait complètement représentatif. Vous tirez au sort 1000 personnes, vous allez avoir une proportion quasi... Bah, c'est jamais parfait, mais on s'en fout. Vous allez avoir 20% de chômeurs comme dans la société, quoi. Ou de salaires misérables... Donc, l'élection produit des maîtres hors contrôle, et une caste de maîtres hors contrôle. Putain, c'est quand même des défauts. Putain, c'est une procédure de merde. Enfin, on va dire de gros mots. C'est une procédure lamentable, quoi. Il y a présent, mais c'est que des inconvénients, quoi. Hein. Cinquième point, du point de vue des gouvernants. Non, ça c'était la case de maître. 6e point. J'ai presque fini. Mais c'est des trucs super importants, parce qu'on ne fait pas le lien avec l'élection, en général. L'élection, 6e point, nous impose scientifiquement les partis. Quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de parti. On n'a pas du tout besoin de parti pour faire de la politique. Partout sur Terre, les humains font de la politique, et sans parti. Les partis, ça sert simplement et uniquement à gagner les élections. Mais vous ne pouvez pas conchier les partis et adorer l'élection, c'est complètement contradictoire. Si vous supprimez les partis, là, vous allez passer pour un dictateur, mais ce ne sera pas faux. Vous supprimez les partis et vous gardez l'élection, mais les humains, même si c'est interdit, ils vont tout faire pour gagner les élections. Et ils savent qu'il faut se réunir pour gagner, pour soutenir le candidat. Ils vont le faire, mais ils vont se cacher, ils vont le faire clandestinement, mais parce que vous avez vous êtes en train de passer la serpillière parce qu'il y a de l'eau partout, mais fermez le robinet. Attendez, commencez par chercher la cause, quoi. Hein. Il y a des partis parce qu'il y a l'élection. Les partis, ça sert à gagner l'élection. Les partis avec tous les vices qu'il y a dans les partis, parce que les partis, c'est des organisations ultra hiérarchiques et oligarchiques qui sont maîtrisées par les quelques personnes qu'il y a au sommet, et même
le psychopathe qui a réussi à avoir toutes les qualités psychopathiques pour mentir, tromper, assassiner, discréditer tous ses concurrents pour finalement arriver à être le chef. Donc les chefs de parti, c'est consubstantiel des partis. Même il faut lire un bouquin, il y a un bouquin de Robert Michels. Il est devenu fasciste après, je sais. Mais c'était avant qu'il soit... Il est devenu mussolinien, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Lisez-le, vous verrez. Il ne prône pas le fascisme dans ce bouquin. Il explique comment toutes nos organisations humaines, même des gens très préparés, des socialistes du 19e siècle, du début du 20e, connaissaient les tendances oligarchiques à l'intérieur de nos organisations, et pour s'en prémunir, tiraient au sort, début du 20e, pour éviter les tendances oligarchiques. Et Robert Michels, explique comment tu peux tirer au sort, ça ne changera rien. Tu verras que le gars qui est dévoué, il explique ça 1000 fois mieux que moi, là je vais le résumer, mais il faut le lire, c'est très très bien écrit, très agréable à lire, et je pense que pour nous qui voulons organiser une alternative, un nouveau monde, il faut qu'on connaisse ces écueils-là. Parce que en réfléchissant, surtout avec des jeunes gens pleins, on va trouver des choses nouvelles qui nous manquent, mais il faut connaître les écueils pour penser à les éviter. Quelqu'un qui, dans un parti où on tire au sort pour qu'il n'y ait pas de maître, l'horizontalité, vous vous rappelez, hein, vous voyez l'ambiance, on est dans la même chose, on cherche la même chose, mais vous n'allez pas éviter qu'il y en a un qui a plus de temps que les autres, il est super dévoué, il se donne un mal de chien, et donc, il va s'en occuper mieux que nous, et donc c'est bien qu'il s'en occupe, il fait vraiment ça vachement bien, quoi. Il s'en occupe bien. Et il va devenir indispensable, ce gars-là, ou cette fille, va devenir indispensable. Et progressivement, vous allez avoir, ça va se passer partout, ça, dans toutes les fonctions, vous avez des hiérarchies qui se forment, même quand on se prémunit contre elles. Et j'arrête là-dessus, mais sur les partis... Le plus gros reproche que je ferai au parti, mais moi je n'oublie pas que ça vient de l'élection, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'en vouloir au parti sans conchier l'élection. Mais le principal reproche que je ferai au parti aujourd'hui, c'est une espèce de logique militaire. Comme il faut gagner l'élection, c'est comme gagner une guerre. Il faut une discipline, il faut une ligne de parti, il faut que les gens obéissent, qu'il y ait un chef. C'est vrai, quand on fait la guerre, il faut un chef et il faut une discipline. C'est vrai ça. Et donc c'est logique, je ne leur en veux pas comme j'en veux pas à ces lunettes de tomber, je ne reproche pas à un malade d'être malade, enfin les choses font ce qu'elles doivent faire quand il y a des forces qui sont plus fortes qu'elles. Et donc dans les partis, puisqu'il s'agit de gagner une guerre électorale, ils ont une logique militaire avec une discipline et une punition des indisciplinés. Et une logique de camp contre camp. C'est-à-dire que le camp de Mélenchon, le camp de Le Pen, le camp de Sarkozy, et ils se détestent et ils ne peuvent pas dire du bien. Un gars qui est dans un parti, il ne peut pas dire du bien. Tiens, c'est chouette ce qu'il a dit là. Non, tu es un traître. Un traître. Attends, c'est des humains quand même. Attends. Non. On va perdre. Je trouve que les partis, et ça fait 10 ans que je dis ça, nous empêche de fraterniser. Mais maintenant que je le relis à la procédure, je comprends mieux, si vous voulez, pourquoi on est comme contraint. Je veux dire, on n'y échappera pas tant qu'on aura l'élection. Je pense qu'on n'échappera pas aux partis et à leur logique de guerre, camp contre camp. C'est une espèce de guerre imposée, quoi. Un parti, il a sa logique de survie. S'il commence à fraterniser avec un autre parti, c'est comme s'il disparaissait. Indépendamment des membres du parti, le parti lui-même, l'objet conceptuel parti, il refuse la fusion, la concorde, quoi, le fait de fraterniser, de dire ok, on va faire les choses ensemble. Non, c'est juste pas possible. Ontologiquement, dans son être, il va disparaître s'il accepte de faire ça. Donc les partis, ça nous condamne à la division, à la discorde. Alors, c'est bien, il y a d'autres raisons de la discorde. Hein. Il y a la guerre de classe que mènent les 1% contre les 99%. Vous savez, quand Soros dit, évidemment qu'il y a une lutte de classe, c'est pas une lutte de classe, c'est une guerre de classe, et c'est une guerre que ma classe, il est milliardaire lui, hein, que ma classe mène aux autres, et que nous gagnons. Hein. Donc il y a d'autres raisons que la discorde. Je ne dis pas du tout que nous sommes tous égaux et qu'il n'y a pas de bagarre, hein. Je nie pas les conflits, bien sûr, mais
je pense que la plupart des militants et des citoyens qui se bagarrent dans le cadre des partis auraient bien des raisons de fraterniser plutôt que de se... Par contre, parce que pendant qu'on bagarre entre partis, là, les banquiers, ils se marrent, quoi, hein, ils se goinfrent complètement. Donc, l'élection nous oblige, nous condamne aux partis avec toute leur logique de division, de guerre politique des uns contre les autres avec la discorde à la clé. Donc ça fait quand même des gros défauts. Et je ne vous ai pas dit le pire. Le pire, c'est le 7e point. Parce que c'est le 7e point qui fait le lien entre l'élection parmi les candidats et le capitalisme. Rien que ça. 7e point, l'élection parmi les candidats permet d'aider des candidats. Ça permet d'aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider. Ils vont aider, c'est évident. C'est évident. Si on peut aider les candidats, ceux qui ont les moyens de le faire, c'est-à-dire les plus riches, quoi, bah, ils vont le faire, quoi. Il n'y a pas besoin de... Oui, c'est complotiste. Oui, c'est évident, quoi. Mais, vous savez, un journaliste qui renonce à dénoncer les complots, ou un militant de gauche, ou un militant qui renonce à dénoncer les complots. Mais c'est comme une arme qui a été désactivée, quoi, ou une bombe qui a été désactivée. Il ne sert plus à rien, quoi. Le journaliste, là, il ne peut plus faire son boulot, quoi. Et un journaliste, c'est une sentinelle du peuple, on les appelait comme ça. Sous la Révolution, les journalistes, c'est les sentinelles du peuple. Sentinelle du peuple, c'est un marat qui flaire partout les complots, puis quand il en trouve, il les hurle dans son journal. Et de temps en temps, les journalistes détectent des complots qui n'existent pas, ils sont paranoïaques, ils en voient trop. Ben ok, ben c'est pas grave, on préfère ça. Ok, de temps en temps, ils se trompent, mais quand il en voit, il les dénonce. L'anticomplottisme, c'est une maladie antidémocratique. Les citoyens à Athènes, encore une petite parenthèse toute petite, les citoyens à Athènes, avant la démocratie athénienne, on tuait celui qui ne respectait pas la doxa. Celui qui disait ce qu'on n'avait pas envie d'entendre, on le zigouillait. Et la démocratie athénienne, elle a, entre autre puissante innovation, elle a donné le droit de parole, l'iségoria, le droit de parole pour tous à tout moment, à tout propos. Tout le monde pouvait parler sans être tué. Grosse avancée. Et pourquoi ils ont fait ça ? C'est parce qu'ils considéraient que la démocratie était fragile, puisque il y avait toutes les forces oligarchiques qui complotaient sans arrêt pour faire tomber la démocratie. Il y a plusieurs accidents. La démocratie, c'était quand même un combat permanent. Il faut des citoyens pour défendre la démocratie. La démocratie, ça ne vit pas avec une constitution. Hein. Il faut qu'il y ait des citoyens derrière qui la veulent. Et les citoyens athéniens étaient considérés comme autant de sentinelles, autant de pères dieux, pour surveiller que tout se passe bien, et on donnait le droit de parole à tout le monde, à tout propos, c'est notre liberté d'expression, quoi, hein, pour protéger la démocratie. Donc, je reviens à mon dernier point. Si la procédure permet d'aider les candidats, ceux qui ont les moyens d'aider vont aider, et les candidats qui ont gagné, qui sont devenus élus en ayant été aidés, ils sont débiteurs de ceux qui les ont aidés. Ceux qui ont aidé, ils vont se... Comme les mafieux, vous savez, comme les parrains, ils vont revenir en disant « Tu te souviens que je t'ai aidé ?» Enfin, c'est évident, quoi. Enfin, j'ai un peu honte d'écrire des banalités pareilles, mais si on peut aider les candidats deviennent débiteurs, serviteurs. C'est pour ça que les élus servent la banque. Pourquoi tous les journaux du pays, à part Le Canard, Marianne, Mediapart, quelques petits journaux sans beaucoup de lecteurs, tous les journaux du pays, et les maisons d'édition, les bouquins d'histoire, ont été achetés par 10 milliardaires, 10 personnes. Milliardaires, marchands d'armes, milliardaires. Pourquoi faire ? Pour gagner les élections. Celui qui va gagner les élections, c'est celui qui a été le plus vu dans les médias. Il y a vous savez, hein, il y a une corrélation. C'est pas une corrélation, c'est une identité entre les courbes de résultats aux élections et les courbes de passage à la télé. Les courbes, quand vous les rapprochez, c'est des pourcentages dans les deux cas. Quand vous les rapprochez, elles ont
pas la même forme, c'est les mêmes courbes. Il n'y a que Le Pen et Mélenchon qui sont très militants, qui sont moins sensibles à l'effet télé et journaux, qui donc ont des résultats un peu meilleurs que leur passage dans les médias. Mais autrement, vous regardez les courbes, c'est les mêmes. Donc ce qui compte, c'est de passer à la télé pour gagner l'élection. Donc les riches achètent les médias, font élire leurs serviteurs, et ensuite font voter les lois. Et c'est ça le capitalisme. Et je trouve plein de choses dans Marx, mais il manque des choses importantes dans Marx. Il manque tout l'aspect juridique. Pour les marxistes, pour Marx et les marxistes, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, parce que j'ai pas du tout lu, mais j'ai l'impression que loin de là, mais j'ai l'impression que le droit est considéré par Marx et les marxistes comme une conséquence. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est premier, c'est les rapports de production, donc l'économie, et le droit n'est que la conséquence. Et il me semble que c'est une erreur. Alors c'est très immodeste de dire ça, mais je trouve que ça devrait se creuser. Il me semble que tant que les riches n'avaient pas le pouvoir d'écrire les lois, ils n'étaient que riches économiquement. Mais du jour où ils ont écrit les constitutions, ils ont mis en place l'élection parmi les candidats, et donc ils sont devenus maîtres des législateurs, ils sont devenus maîtres des lois, et donc ils sont devenus à la fois riches économiquement et politiquement. Et c'est ça la catastrophe capitaliste. C'est que les riches se sont mis à écrire leurs droits à eux, avec la toute-puissance de celui qui possède les moyens de production et qui condamne aux travaux forcés toute la société, et qui décide tout, quoi, avec les travailleurs qui sont subordonnés, qui ne peuvent pas être maîtres de leur travail, de leur destin, de leur outil, du produit qu'ils fabriquent. Avec qu'est-ce qu'ils ont fabriqué d'autre, le capitalisme? Ils ont fabriqué la personne morale des entreprises, qui est une aberration. Considérer les entreprises comme des personnes morales. Mais on a oublié le scandale que ça a représenté quand ça a été voté à Noël en catimini. Mais les gens n'étaient pas d'accord du tout. C'est les avocats d'affaires qui ont imposé la personnalité morale. C'est un scandale absolu quand on y réfléchit. Et la responsabilité limitée, c'est pareil. La responsabilité limitée. Mais pourquoi on limite la responsabilité? Le capitalisme, il existait avant qu'on limite la responsabilité. Et puis après ça, c'est la libre circulation des capitaux, la liberté d'établissement, enfin, tous les outils du chantage des riches contre les pauvres. Donc, vous voyez, ça fait quand même un sacré morceau. Et la conclusion de ça, c'est que il me semble qu'on ne manque pas d'arguments pour soutenir que c'est un truc que nous adorons comme une vache sacrée, qui est le verrou de notre impuissance. C'est-à-dire que c'est lui qui a mis en place notre impuissance politique. Cette procédure que nous sommes conduits à aimer, parce qu'à l'école, moi on m'a toujours dit, et puis j'ai dit à mes enfants, et j'ai dit à mes élèves, l'élection c'est la démocratie, jusqu'à ce que je me désintoxique et que je comprenne. Mais c'est compliqué de se désintoxiquer, parce que, c'est compliqué, ça va assez vite en fait, mais il faut quand même une étincelle, quoi, qui fait qu'on se met à réfléchir en disant, mais attends, on m'a dit ça, on me l'a répété, mais c'est peut-être des conneries quand même. Et quand on réfléchit, on nous a dit, depuis qu'on est petit, élection égale démocratie, démocratie égale élection, et on ne pense pas à faire le lien entre cette procédure et tous les maux économiques et sociaux et politiques qui nous accablent. Mais quand on fait le panorama, là, on dit, mais putain, quand même, si on change ça, parce que l'élection permet d'aider les candidats, mais le tirage au sort, non, j'ai oublié de vous dire. Évidemment, à chaque fois, c'est non. À chaque fois, vous pouvez prendre sur chacun des points, il y en a peut-être sur lesquels j'ai oublié, l'élection pousse au parti, le tirage au sort, non. J'ai oublié de vous le dire, mais enfin, c'est à chaque fois. À chaque fois, vous avez comme par miroir, vous avez une procédure dont les élus ont oublié de nous parler dans l'école républicaine. Ils ont oublié. Voilà, ils ont oublié de nous dire que peut-être on pouvait aussi tirer au sort et que... Donc c'est pas eux qui vont défendre cette idée-là. Je pense que les élus vont pas défendre l'idée du tirage au sort. Je pense qu'ils détestent cette idée qui va les mettre au chômage, qui va leur retirer la cantine au Sénat. La cantine au Sénat, c'est un truc, je peux dire ça. Et puis toutes sortes de privilèges. Ils vont détester cette idée, ils vont dire qu'on est populiste, ils vont dire qu'on est démagogue, alors qu'un démagogue, c'est quelqu'un qui ment pour avoir le pouvoir. Et nous, justement, on ne le veut pas, le pouvoir. Donc démagogue, ça ne va pas coller. Populiste, oui, ça c'est vrai qu'on est populiste, mais c'est très beau, c'est un très beau mot, populiste. Donc, voilà où j'en suis sur ce chantier.
J'aimerais bien savoir votre point de vue là-dessus. J'ai trop parlé, je sais pas combien de temps j'ai mis une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. Peut-être même 1 heure, hein, parce qu'avec toutes les parenthèses qu'on a ouvertes. Mais en même temps, voilà, c'est un chantier essentiel. Je n'ai pas parlé de la monnaie, c'est un autre chantier. Mais sur le plan démocratique, il me semble qu'il y a un filon à creuser. Nous lamentons de toutes sortes de fléaux qui sont presque tous des conséquences d'une procédure que nous adorons comme une vache sacrée. Considérons que le suffrage universel, le faux, celui qui consiste à désigner des maîtres, c'est la grande liberté, c'est la conquête. Conquête. On a le droit de désigner des maîtres. Mais je crois que c'est ça l'erreur, notre erreur. C'est pas compliqué de se désintoxiquer. Je parle beaucoup, hein, vous embêtez pas.